Pardon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Quasi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la télévision et à la radio. C'est Jacques Brablé que l'on va recevoir tout de suite. C'est le directeur des douanes ici à Mayotte. Jacques Brablé, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a pu le voir dans la presse ce matin, toute la presse s'en fait presque la une. Les résultats 2018 de la douane ici à Mayotte, on a pu lire ici et là qu'ils étaient positifs. Vous seriez quand même venu s'ils étaient négatifs ? Oui, bien sûr, la douane ne recule jamais devant l'adversité et nous serions venus expliquer pourquoi les résultats avaient baissé, si ça avait été le cas. Et c'est pas le cas. Ça s'améliore. Alors ça s'améliore dans quel domaine ? Alors, ça s'améliore principalement dans le domaine du trafic des stupéfiants, puisque nos saisies ont été multipliées par 4,5 par rapport à l'année précédente. Ça s'améliore également dans le domaine des fraudes financières. Nous appliquons une réglementation qui s'appelle le manquement à l'obligation déclarative, qui nous permet d'exercer un contrôle des flux financiers qui entrent ou qui sortent du territoire de l'Union européenne. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir, on nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir plus de 10 000 euros, par exemple, de Mayotte, on va à Madagascar, on va aux Comores, on va à l'étranger, ou même en métropole, on n'a pas le droit de franchir une douane avec plus de 10 000 euros en espèces. Alors, on a le droit, bien sûr, de franchir une frontière avec plus de 10 000 euros, à condition d'en faire la déclaration préalable au service des douanes. Oui, bien sûr. Vous dites plus de stupéfiants, les chiffres ont augmenté. C'est dû à quoi ? Ça veut dire plus de trafic ou une meilleure approche du trafic ? Alors, je me plais à croire à titre personnel que c'est dû avant tout à une évolution de nos méthodes de travail, à une évolution de nos moyens matériels, juridiques, à une évolution également de nos méthodes d'investigation. Il y a certainement moins de place pour le contrôle aléatoire et davantage de place pour de l'analyse de risque et du contrôle ciblé. Donc, suite à des enquêtes ? Suite à des analyses de risque. On établit des profils de fraude, on établit sur la base de critères sur lesquels, bien sûr, vous me permettrez de rester discret. Mais on vous reposera quand même la question au cas où. Jacques Brablé, vous parlez de stupéfiants. Quel type de stupéfiants ici on interpelle, enfin vous, je sais pas comment on dit, vous saisissez ? On appréhende. Vous appréhendez, pardon. Alors, l'an dernier, la quasi-totalité de nos saisies a concerné du cannabis. Le fameux banguet ? Ou sous son appellation locale, le banguet. Sous forme à la fois d'herbe ou de résine, même si on parle beaucoup de la présence de chimiques à Mayotte, mais les saisies de chimiques, il faut reconnaître qu'elles sont extrêmement marginales parce qu'il y a une difficulté à les appréhender compte tenu de la faiblesse du volume, des volumes nécessaires pour le consommateur. On nous dit aussi que le chien peut sentir, parce que vous avez un chien efficace, et peut sentir assez facilement l'herbe. Bon, c'est vrai que ça sent assez fort. Les cachets de chimiques, si c'est des cachets, c'est évidemment plus compliqué pour le chien. Alors c'est plus compliqué parce que la chimique est un cannabinoïde de synthèse et qui échappe à la détection olfactive. C'est-à-dire que les molécules ne permettent pas de tracer le produit pour le chien. Mais on arrive à former les chiens quand même sur du stupéfiant plus hard, style ou genre cocaïne par exemple. Oui, absolument. Héroïne. Absolument. D'ailleurs, notre équipe cynophile part le mois prochain en formation complémentaire pour être formée aux drogues dites dures, notamment héroïne, cocaïne, amphétamine, etc. On est bien d'accord. Le fait qu'on ait saisi essentiellement du stupéfiant type cannabis ne veut pas dire qu'à Mayotte, il ne rentre pas autre chose. Ça ne veut effectivement pas dire qu'il ne rentre pas autre chose. Je crois qu'il faut être à la fois modeste et lucide dans notre approche de cette problématique, même si on doit prendre en compte le fait que Mayotte n'est pas située sur une des routes majeures du trafic de drogue, notamment pour ce qui concerne la sous-région océan Indien. On n'est pas vraiment sur une des routes de l'héroïne, par exemple, d'acheminement de l'héroïne. Alors on parle souvent de stupéfiants, mais il n'y a pas que ça. On parle aussi de cigarettes, on parle aussi de textiles, on parle de produits soi-disant des produits du paramédical, si j'ose m'exprimer ainsi, ou carrément des gens qui font passer des produits pour des médicaments. Ça aussi, ça fait partie des saisies. Oui, bien sûr. L'an dernier, à titre d'illustration, on a saisi plus de 3,3 tonnes
de tabac, de produits du tabac, alors qu'ils se présentent à la fois sous forme de cartouches de cigarettes ou de tabac brut. Les fameuses sélacantes, pour ne pas les citer, qui sont interdites à la vente en France et qui viennent des Comores, quasi exclusivement. Donc et ils arrivent en Kwassa, on imagine. En Kwassa, bien sûr, bien sûr, et qui sont appréhendés par l'ensemble des services présents. Et vous avez déjà appréhendé des Kwassa avec des quantités de cigarettes, de cartouches à bord? Oui, je crois que le plus gros, c'est 1500 cartouches par envoi. Et il y a eu sur un envoi, sur un Kwassa, 1500 cartouches. Tout à fait. L'an dernier, on a fait plusieurs constatations. Alors, nous, douane ou l'ensemble des services présents à la mer, nos camarades de la gendarmerie, de la PAF, bien sûr, des découvertes portant sur 1500 cartouches. Donc ça traduit probablement l'existence d'une filière de conditionnement et d'écoulement sur Mayotte, puisque à chaque fois on était confronté au même type de conditionnement. Est-ce que ça veut dire que il va y avoir des enquêtes derrière ces saisies maintenant, justement pour démanteler un réseau s'il doit y avoir un réseau? La difficulté dans ce genre de dossier, c'est qu'il faut identifier un auteur de la fraude. Sur les Kwassa, c'est une chose assez complexe, dans la mesure où personne ne revendique la paternité de ces marchandises, et dans la mesure où également on ne dispose pas des intéressés à notre disposition pour mener des investigations, puisqu'en général, le temps de présence sur le territoire est très court. Ils sont placés au CRA et sous 24 heures ou 48 heures, ils repartent d'où ils viennent. On a vu dans les séries de télévision comment ils faisaient. En fait, ils laissent faire, ils arrivent, en Kwassa, et ils les suivent pour voir où vont les cigarettes. Oui, mais sauf que nous, les Kwassa, nous les interceptons en mer. Et oui. Donc, il ne faudrait pas les laisser arriver, suivre et voir où ça va. Ça serait prendre un risque de perdre les présumés clandestins dans la nature. Camar, une question pour vous, monsieur le directeur. Alors, j'aimerais qu'on parle des entrées au port et aéroport et voir la différence entre ce qui se passe, qui rentre en Kwassa. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le constat du bilan, on s'aperçoit que les malins qui essaient par exemple de cacher des choses, des marchandises ou des produits dans leurs véhicules ou dans les conteneurs, ou ceux qui viennent du côté de l'aéroport, dans leurs valises, est-ce que dans le constat, dans le bilan, on s'aperçoit que au niveau du port et de l'aéroport, ça a baissé, mais plutôt les entrées se font plus vers la mer? Alors, il y a quelques constantes. Il est vrai que les tabacs sont saisis majoritairement à bord des Kwassa. On en trouve sur le vecteur aérien, mais comme c'est le fait de voyageurs, ça se fait à une échelle évidemment beaucoup moins importante. En revanche, pour les contrefaçons, le vecteur privilégié est le trafic conteneurisé. Donc on en trouve davantage au port, ce qui explique d'ailleurs que la contrefaçon est le seul domaine dans lequel nos saisies ont légèrement baissé en 2018, puisque comme la plupart de nos saisies se font à Longoni, nous avons été assez fortement impactés par les semaines de grève, de blocage de l'île et de paralysie du port de 2018, lors du mouvement social de mars 2018. Est-ce que concrètement, du côté des douanes, on arrive à se projeter sur des objectifs? Est-ce que vous dites là, par exemple, maintenant, en 2019, on sera capable, avec les moyens que l'on a aujourd'hui, les nouveaux moyens que l'on a aujourd'hui, de faire encore ou d'encore améliorer ces résultats? Eh bien, l'amélioration des résultats fait partie de nos ambitions. Alors, c'est bien sûr, nous avons des objectifs, comme tous les services de l'État, puisque dorénavant, c'est une obligation pour les fonctionnaires d'avoir des objectifs et individuels au niveau de chacun d'entre eux et collectifs pour le service. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des structures de pilotage de la lutte contre la fraude. Nous avons un pôle au sein de la direction régionale des douanes qui est plus particulièrement dédié à l'orientation des contrôles et qui a la charge précisément de fixer et de suivre la réalisation des objectifs en matière de performance du service. Alors quand vous appréhendez un Kwassa avec du matériel, des produits, que ce soit en Kwassa, au port ou ailleurs, que devient ce matériel? Lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées, cette marchandise fait l'objet d'abord d'un procès verbal, puisqu'il faut un acte authentique. Et à l'issue de la rédaction des procédures, cette marchandise a vocation à être détruite.
C'était le sens de l'opération qui a été menée hier. Alors, où c'est détruit par des moyens d'écrasement, comme ça a été le cas hier, ou c'est détruit par des procédés de broyage industriel assurés par un prestataire spécialisé, ici sur l'île, afin que personne ne puisse, bien évidemment, accéder ou récupérer des résidus de destruction. L'objectif, c'est quoi? C'est de dissuader, de dire attention, vous faites rentrer des choses, on vous saisit et on détruit et on montre qu'on détruit. C'est ça l'objectif? Oui, bien sûr. C'est un message qui s'adresse avant tout au grand public, oui, pour lui faire comprendre que le fait de ramener des marchandises de fraude, c'est pas un acte anodin. Ouais. D'abord, c'est illégal, et ensuite, ça peut être dangereux. C'est aussi, au cas particulier des contrefaçons, un message qui s'adresse aux entreprises qui sont détentrices des droits de propriété intellectuelle. C'est une manière pour nous de les inciter à renforcer leur niveau de protection, puisque les entreprises ont la faculté de solliciter auprès de la Direction générale des douanes une demande d'intervention de leur marque, dessins ou modèles, qui renforce nos pouvoirs juridiques dans l'appréhension de ces marchandises contrefaisantes. Et puis aussi, là, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer ça. Non, non, c'est un système qui est éprouvé, qui est en place depuis des années. Et enfin, le troisième volet du message, il s'adresse aux fraudeurs ou aux fraudeurs potentiels pour leur faire comprendre que nous disposons d'un arsenal juridique répressif. Les sanctions présentent un caractère extrêmement dissuasif. Par exemple, en matière de contrefaçon, la sanction, c'est la confiscation de la marchandise de fraude, c'est la confiscation des biens ayant servi à masquer la marchandise de fraude. C'est-à-dire le bateau, la voiture ou une maison. La confiscation du moyen de transport, l'infliction d'une pénalité comprise entre 1 à 2 fois la valeur du produit authentique. Ça, c'est l'amende. C'est l'amende. Et pour les cas les plus graves, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans maximum, sachant que ce maximum peut être dépassé en cas de commission des faits en bande organisée. Oui, cela étant dit, monsieur le directeur, c'est très rare de voir à Mayotte quelqu'un qui va derrière les barreaux parce qu'il a fait une infraction douanière. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus rare. Ça, c'est le petit livre rouge qui le dit, mais bon, après, dans la réalité... Alors, dans la réalité, nous faisons la douane, comme les administrations de Bercy à titre général, nous faisons usage d'un droit de transaction. Lorsque le parquet ne souhaite pas qu'il y ait des poursuites au niveau judiciaire, nous pouvons terminer l'affaire, le contentieux, par l'exercice de notre droit de transaction, mais qui prévoit néanmoins des sanctions relativement dissuasives sur le plan financier. Comment vous faites pour savoir, pour dire, ben voilà, on va interpeller telle personne à l'aéroport, et ne me dites pas, monsieur Bravelet, je réserve ma réponse. Eh bien, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous interpellons en fonction de profils, de profils types que nous élaborons et qui sont issus d'une part de notre expérience. Ce fameux flair douanier. Il existe vraiment alors hein. Oui, il existe bien sûr, mais surtout des critères qui sont établis sur la base de ce qu'on appelle aujourd'hui du data mining, c'est-à-dire de l'analyse de masse de données relatives à des comportements similaires. On essaie de tirer les enseignements des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de saisies qui ont été opérées au cours des années précédentes au niveau national pour dégager un profil ou des profils types, nous appelant à une vigilance particulière et à une nécessité de sélection de ces passagers. On n'en saura pas plus. Vous n'en saurez pas plus. Allez Camard, pour conclure. Ouais, donc Patrick, il a la tête à l'emploi. Alors, monsieur le directeur, on sait que la douane est omniprésente, même si certains disent on ne le voit pas assez. Hein, de temps en temps, on voit sur les routes, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure... La fameuse volante. Voilà, le travail est fait. Alors, vous êtes douanier, vous passez devant le marché. Hein, Journée Sarkozy, on pose la question qui peut fâcher certains qui nous écoutent ce matin. Vous passez devant le marché, on voit ces vendeurs à la sauvette. On le sait que ces produits sont illégaux, on le sait que c'est de la contrefaçon. En tant que douanier, est-ce que je dois avoir de ma direction une opération spéciale pour qu'on intervienne ? Ou en tant que douanier, je vais dire non, chef, je suis à tel endroit, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai qu'on les voit tous les jours. Tous les jours, ils sont là. Oui, bien sûr. Alors, chaque douanier peut mettre en œuvre les pouvoirs qui sont prévus au bénéfice des agents de notre administration par le Code des douanes. Au cas particulier que vous évoquez, il s'agit de lutte contre la contrefaçon ou de produits
de produits présumés contrefaisants, nous avons tout à fait la capacité, et nous le faisons ici à Mayotte, d'investir un lieu public comme le marché pour y saisir des marchandises présumées contrefaisantes, dès lors que nous respectons un cadre juridique qui est assez strict. Le fameux cadre juridique. S'agissant d'un lieu public, il s'agit quand même d'un lieu ouvert au public, mais dont certaines parties sont soumises, sont considérées comme un lieu privé. D'accord. En général, on ne pénètre pas à l'intérieur des échoppes. Donc, il nous faut un cadre juridique dont nous disposons, que nous exerçons sous contrôle du parquet, en l'occurrence, et qui nous permet valablement d'investiguer ou d'investir ce type de marché. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, soit seul, en prolongement par exemple d'un flagrant délit constaté sur le port de Longoni, soit en liaison avec d'autres services de l'État, dans le cadre d'opérations coordonnées, sous l'autorité du préfet ou sous l'autorité du parquet. Mais vous, en tant que, c'est ma dernière question, après on vous libère, c'est promis, vous en tant que directeur des douanes, là, pour repartir de Kwezi, vous allez reprendre la barge, vous allez devoir enjamber, pour descendre les marches, pour aller vers la barge, enjamber des produits illégaux pour aller prendre la barge. Vous, en tant que patron des douanes, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous comprenez la question ? Moi, en tant que patron des douanes, je suis amené à hiérarchiser les priorités. Et à mobiliser les ressources dont je dispose sur les trafics les plus importants. Normal. Tout est quand même affaire d'échelle. Et puis ce qui est sur les marches, c'est des trucs qui arrivent à Longoni à plusieurs renforts de conteneurs. Donc c'est à la base qu'il faut peut-être aller les chercher. Il faut partir du principe que ce qui est vendu dans la rue, ça a été introduit sur le territoire à un moment ou un autre. Donc notre mission prioritaire, c'est d'agir au niveau des vecteurs d'introduction de ces marchandises. Se concentrer sur le trafic à l'entrée avant qu'il soit éclaté et dispatché entre une multitude de petits revendeurs à l'encontre desquels on va se retrouver avec des quantités très faibles. Jacques Brablet, merci beaucoup une nouvelle fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.